Bonjour les quatrièmes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de nouveau des plantes chlorophylliennes. Nous avons vu au cours précédent que les plantes chlorophylliennes, c'est-à-dire les plantes vertes, réalisent ce qu'on appelle la photosynthèse. Que pour réaliser cette photosynthèse, cette production de matière organique à partir de matière minérale, elles ont besoin de lumière et que c'est fait au niveau des feuilles et plus précisément dans les chloroplastes. On avait vu qu'elles avaient besoin d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone pour réaliser cette photosynthèse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lieu de prélèvement de la matière minérale, c'est-à-dire de l'eau, des sels minéraux et du dioxyde de carbone. Après le précédent bilan, je vous demande d'écrire donc dans votre cahier grand B, lieu de prélèvement de la matière minérale. Je vous demande de coller la feuille de l'activité numéro 3 si vous avez la possibilité de l'imprimer. Si ce n'est pas le cas, laissez de la place dans votre cahier et je vous donnerai la photocopie dès que nous nous reverrons. Dans cette activité, nous allons nous intéresser à la localisation du prélèvement par la plante de dioxyde de carbone, donc de CO2, de l'eau et des sels minéraux. Ce que nous savons. Nous savons que les plantes ont besoin de dioxyde de carbone, ont besoin d'eau et ont besoin de sels minéraux pour produire l'énergie dont elles ont besoin pour vivre. Mais ce que l'on ne sait pas et ce que l'on va chercher à comprendre aujourd'hui, c'est par où, à quel endroit dans la plante, le dioxyde de carbone, l'eau et les sels minéraux vont-ils entrer, à quel endroit ils vont être prélevés. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'endroit au lieu de prélèvement du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, je vous rappelle que c'est un gaz que l'on appelle aussi le CO2. Par où ce gaz rentre-t-il dans la plante? Pour cela, nous allons observer une expérience qui a été réalisée. Regardez ici, vous avez le résultat d'une expérience sous forme d'un graphique. Lisons le texte pour essayer de comprendre de quelle expérience parle-t-on. Pour comprendre le lieu par où le dioxyde de carbone entre dans la plante, nous avons réalisé une expérimentation assistée par ordinateur, qu'on appelle une EXAO, qui consiste à mesurer pendant plusieurs minutes la teneur, la quantité de dioxyde de carbone dans l'air d'une enceinte éclairée. Une enceinte étant un bocal que l'on a éclairé puisque l'on sait que la lumière est essentielle à la photosynthèse. Ces mesures ont été faites avec des enceintes, donc des bocaux, qui contiennent d'un côté des fragments de feuilles, d'un autre côté des fragments de racines, et enfin un bocal, une enceinte vide qui sert de témoin pour voir si, en absence de plantes, la quantité de dioxyde de carbone varie dans le temps. Observons les résultats. Alors, regardons ici ce graphique. Vous avez ici en abscisse le temps qui passe en minutes. L'expérience a été réalisée sur 6 minutes. Et vous avez en ordonnée ici la teneur en dioxyde de carbone de l'air dans l'enceinte, dans le bocal. La teneur, c'est finalement la quantité de dioxyde de carbone dans l'air, estimée en pourcentage. Si nous nous intéressons dans un premier temps à l'enceinte vide, c'est-à-dire le bocal qui est vide et qui ne contient pas de feuilles ni de racines. Regardez la quantité de dioxyde de carbone au cours du temps. Est-ce qu'elle varie? Est-ce qu'elle change cette quantité? Non, elle reste stable. À la fin, au bout de 6 minutes, la quantité est toujours la même qu'au départ. Est-ce que cela vous semble normal? Oui, évidemment, il n'y a pas de... le dioxyde de carbone, ça veut dire qu'il ne disparaît pas, ça veut dire qu'il n'apparaît pas, ça veut dire qu'il reste tel quel si on ne fait rien, on ne bouge pas et que l'on ne met pas ni de racines ni de feuilles dans le bocal. La quantité de dioxyde de carbone reste la même au cours du temps. Intéressons-nous maintenant au bocal qui contient des fragments de racines, c'est-à-dire les morceaux de racines. Correspond à la courbe bleue. Qu'est-ce que l'on constate au cours du temps? Au bout de 6 minutes, la quantité de dioxyde de carbone est nettement plus importante qu'au départ. Au départ, on a 0,05. Au bout de 6 minutes, si on regarde à peu près, on est plutôt à 0,20%. Ce qui veut dire qu'il y a plus de dioxyde de carbone à la fin qu'au départ. Ça veut dire aussi que du coup, ce dioxyde de carbone qui est
plus important à la fin. Il n'est pas apparu par magie, mais il est apparu grâce aux racines. Les racines ont fabriqué ce dioxyde de carbone. Donc finalement, est-ce que c'est à cet endroit que le dioxyde de carbone rentre dans la plante? Non, au contraire, la racine, elle n'absorbe pas, elle ne récupère pas le dioxyde de carbone. Elle va au contraire en produire, en fabriquer. Donc il va y en avoir plus qu'au départ. Regardons maintenant la dernière courbe qui correspond à l'enceinte qui contient des fragments de feuilles, c'est-à-dire des morceaux de feuilles. Alors là, au départ, on a 0,05 et au cours du temps, on voit que la courbe rouge ici diminue. Donc cette fois-ci, au contraire des deux autres premières courbes, la quantité est moins importante à la fin, mais le dioxyde de carbone n'a pas disparu, il a été absorbé par les feuilles. Les feuilles ont récupéré le dioxyde de carbone. À partir de ces résultats, déduisant, justifiant ton choix, le lieu d'entrée du dioxyde de carbone dans la plante. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Pour celles et ceux qui auraient besoin d'une correction, je vous donne une correction comme une trace écrite que vous pouvez réécrire dans votre cahier. D'après le graphique présenté, j'observe que la teneur en dioxyde de carbone, CO2, dans l'air où sont placés les fragments de racines augmente au cours du temps, ce qui signifie que les racines produisent du dioxyde de carbone. Au contraire, dans l'air où sont placés des fragments de feuilles, cette fois-ci, la teneur en dioxyde de carbone diminue, ce qui signifie que les feuilles absorbent le dioxyde de carbone. C'est donc au niveau de ces feuilles que le CO2, le dioxyde de carbone, entre dans la plante. Allons voir d'un peu plus près au niveau de ces feuilles. Afin d'affiner, c'est-à-dire de préciser le lieu précis, le lieu exact de l'entrée du dioxyde de carbone dans une feuille, on va observer la structure de ces feuilles. Et on va prendre l'exemple d'une tulipe et d'une feuille de maïs. Observons d'abord la feuille de tulipe. Alors ici, vous avez une image d'une face supérieure de l'épiderme d'une feuille de tulipe. L'épiderme, je vous rappelle que c'est la peau extrêmement fine d'une feuille ici de tulipe. Nous avons observé l'épiderme de l'oignon quand on était en 6e, pour ceux qui se souviennent. Alors, on a ici ces cellules rectangulaires, rappelez-vous, c'est celles que vous aviez vues lorsque vous avez observé l'épiderme de l'oignon en 6e. Ce sont des cellules végétales, ce sont les cellules de la peau de la tulipe. Et ce que l'on observe, ce sont ces formes rondes, arrondies ici, qu'on appelle des stomates. On en a quelques-uns qui sont disséminés à droite, à gauche, quelques-uns. Ils ressemblent à des formes arrondies avec une partie centrale un peu plus foncée. Qu'est-ce que c'est que ces stomates? Observons cette fois-ci une feuille de maïs qui a été coupée et qui est observée en face transversale. C'est-à-dire en fait quand l'on observe cette petite face qui est ici, juste là. Et en fait, nous avons ici de l'air, en dessous de l'air, et au milieu, la feuille. Je regarde que ici, de ce côté-là, donc c'est la face qui est en dessous de la feuille, j'ai une substance qui recouvre ma feuille et qui est imperméable au gaz. Est-ce que le gaz peut pénétrer par ici? A priori, non. Imperméable voulant dire que ça ne laisse pas passer le gaz. Donc le gaz ne peut pas, le CO2 ne peut pas pénétrer dans la feuille par la face inférieure. Mais quand je regarde de l'autre côté, quand je regarde la face cette fois-ci supérieure, j'observe ici cette fameuse structure dont on parlait tout à l'heure, le stomate, qui est ici. Et j'observe qu'il y a une mini trou ici, par lequel le gaz peut pénétrer à l'intérieur. C'est l'espace qui s'ouvre pour permettre au gaz de rentrer à l'intérieur de la plante. Et derrière, nous avons ce petit espace ici, cette petite poche qui contient de l'air. Et juste derrière,
qu'est-ce que je vois? Mes cellules remplies de chloroplastes, donc ces petits ronds verts ici, qui vont produire la matière organique dont nous avions parlé au cours précédent. À partir de ces observations, on précise le lieu d'entrée du dioxyde de carbone dans la plante. On sait que c'est par les feuilles, mais plus précisément par quel endroit dans la feuille? À vous de répondre. Pour celles et ceux qui ont besoin d'une correction, voici la trace écrite. D'après ces documents, j'observe que les feuilles de maïs et de tulipe possèdent des cellules particulières nommées stomates, qui s'écrit comme tomate avec un S devant, qui semblent s'ouvrir pour laisser entrer l'air dans la plante. C'est bien au niveau de ces petites structures qu'il existe des mini-trous qui vont s'ouvrir pour que l'air puisse pénétrer directement dans la plante. Intéressons-nous maintenant au lieu de prélèvement de l'eau et des sels minéraux, maintenant que nous savons que le dioxyde de carbone rentre par les feuilles. Est-ce que l'eau et les sels minéraux font pareil? A priori, non. À partir des documents suivants, expliquons en quelques phrases par où et comment la plante prélève l'eau et les sels minéraux dont elle a besoin pour produire sa propre matière organique. Généralement, lorsque l'on veut donner de l'eau ou des sels minéraux sous forme d'engrais à une plante, on va déverser l'eau et les sels minéraux ou les engrais directement dans le sol. Donc on imagine que c'est plutôt dans la partie souterraine de la plante. Regardons ce premier document. C'est un document qui présente une jeune plante et on observe lors de sa germination qu'elle qu'elle se développe à partir d'une graine et que en quelques jours, il existe une zone qui se couvre de poils absorbants. Ici, la partie supérieure de la racine possède des poils absorbants. À quoi servent-ils? Observons grâce à une petite expérience à quoi servent ces fameux poils absorbants. Ici, j'ai une expérience qui met en évidence le lieu de prélèvement de l'eau et des sels minéraux par une petite plante, une jeune plante. Le flétrissement, c'est-à-dire finalement la perte de rigidité des organes d'une plante suite à un manque d'eau, est lié à un manque d'eau. Ça veut dire que lorsque la plante flétrit, c'est qu'elle n'a pas assez d'eau. Les sels minéraux étant dissous, c'est-à-dire présents dans de l'eau mais non visibles, une plante qui prélève de l'eau prélève aussi également des sels minéraux. Dans mon premier tube, ma plante semble être tout à fait normale avec sa partie de sa racine et de ces fameux poils absorbants que l'on observe ici dans l'eau. Donc tout va bien, la plante va parfaitement bien. Dans la deuxième expérience, dans le deuxième tube, j'ai de nouveau mis de l'eau au fond que j'ai recouvert par cette substance jaune ici qui est en fait de l'huile. Et j'observe que la plante va très très bien là encore. Si je regarde plus précisément, la partie de la racine qui contient ces fameux poils absorbants est située dans l'eau, tout comme l'extrémité. Si je regarde la troisième expérience, j'ai encore de l'eau au fond de mon tube, j'ai de l'huile au-dessus et j'ai la plante qui est plongée, mais cette fois-ci, j'observe que c'est l'extrémité de la racine qui est dans l'eau, alors que la partie supérieure de la racine qui contient ces fameux poils absorbants est située dans la partie de l'huile. Et qu'arrive-t-il à la plante? Elle flétrit. Regardons ensemble le dernier document qui est un croquis d'interprétation d'une racine au niveau des poils absorbants. Ici, j'ai une partie de ma racine. Donc je vois mes cellules de racine constituées d'un noyau, d'un cytoplasme et d'une membrane tout autour. Et là, j'ai une cellule particulière qui s'allonge progressivement et qui s'appelle le poil absorbant. En fait, cette cellule contient un noyau et contient du cytoplasme qui s'expanse, donc qui s'allonge et qui forme ce fameux poil absorbant. C'est par là que l'eau et les sels minéraux peuvent pénétrer. Je vous laisse quelques minutes afin de répondre à la question précédente. À partir des documents suivants, explique en quelques phrases par où et comment la plante prélève l'eau et les sels minéraux dont elle a besoin pour produire sa propre matière organique. Pour ceux qui ont besoin d'une trace écrite, voici la correction. D'après ces documents, je comprends que la plante possède dans la partie supérieure de ses racines
des poils absorbants et ce sont eux qui récupèrent l'eau et les sels minéraux indispensables au fonctionnement de la plante. Bilan. Ce qui est à retenir et à écrire dans votre cahier. C'est au niveau des feuilles, dans les stomates plus précisément, que le dioxyde de carbone entre dans la plante. Les racines prélèvent de l'eau et des sels minéraux du sol grâce à de très nombreux poils, qu'on appelle des poils absorbants. Les feuilles et les poils absorbants permettent de prélever les éléments nécessaires à la plante pour fonctionner. J'espère que vous avez compris l'ensemble des informations du cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Pronote.